Après une décennie de terreur exercée par les barbares, le brillant général de l'Empire, Marius, s'empare du pouvoir. Il fait de la milice romaine, formée de volontaires, une force de combat d'une puissance incomparable. Mais au cœur même de la République, une révolte se fomente. Assister à la mise à mort sanglante d'un gladiateur est alors le divertissement des masses. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, le jeu a assez duré. Les esclaves se rebellent contre leur maître. Leur chef, l'histoire s'en souviendra, se nomme Spartacus. Forte d'une puissante armée et d'une philosophie axée sur la conquête, la République de Rome s'est annexée des territoires, des trésors et des esclaves. Capturés sur le champ de bataille ou dans les villes conquises, les esclaves deviennent une marchandise. Les esclaves étaient des hommes. Les Romains le savaient, mais faisaient comme s'ils ne l'étaient pas. Comme si ces hommes étaient des outils ayant des bras, des jambes, une voix. Entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, la République romaine s'étend de l'Italie centrale et méridionale à toute la Méditerranée. Les marchés aux esclaves se remplissent et des acheteurs viennent y trier la marchandise sur le volet. Si l'on considère qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, 30% de la population de la péninsule italienne vivait en esclavage, il existait alors à peu près autant d'esclaves par habitant qu'en Amérique du Sud dans les années 1850, où l'on estime qu'ils représentaient probablement 35% de la population. On pouvait naître en esclavage ou être vendu comme esclave par des pays étrangers. On pouvait aussi le devenir après avoir été fait prisonnier de guerre. Les circonstances dans lesquelles on tombait ou vivait en esclavage étaient donc très diverses. Columelle, propriétaire terrien romain du 1er siècle, évoque le soin qu'il convient d'apporter au choix des esclaves. Je commence donc par avertir que nous ne devons pas tirer le fermier de cette espèce d'esclave dont les belles formes en supplèrent. Le choix doit porter sur un homme endurci dès l'enfance aux travaux de l'agriculture et connu pour son expérience. Tous les esclaves ne sont pas destinés aux travaux des champs. Les plus robustes, on les réserve aux jeux du cirque, à l'arène, en faisant des gladiateurs. Ces gladiateurs étaient à mains égards des professionnels. Ils avaient un entraîneur, le lanista, qui les motivait. Comme aujourd'hui, un entraîneur de foot galvanise les joueurs de son équipe pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. On les loue pour des spectacles ou on les vend à la personne qui monte le spectacle. On les considère comme la lie du peuple, des hommes dont le corps est à la disposition d'autrui. Les gladiateurs étaient soit des lutteurs de métier participant à ce titre au divertissement le plus fastueux de l'époque, soit des repris de justice qu'on obligeait à se battre. Comme les champions de boxe d'aujourd'hui, ils s'entraînaient beaucoup et ils ne livraient que 2 ou 3 combats par an, parce qu'évidemment, ils coûtaient très cher. Peu de noms de gladiateurs sont passés à la postérité. L'histoire a cependant gardé mémoire des exploits de 2 d'entre eux, Crixus et Spartacus, un meneur né. Spartacus était un étranger. Sans être romain, il avait tout de même servi dans l'armée romaine. Puis, un événement survient. On ne sait pas s'il déserte, comme certains le disent, ou s'il est révoqué. Selon certains témoignages, il devient alors un bandit de grand chemin. Toujours est-il qu'il finit par se faire arrêter et se voit contraint par les autorités romaines à devenir gladiateur. Était-ce contre sa volonté? On l'ignore, mais il l'a très mal vécu. Voici ce que le biographe Plutarque dit de Spartacus. À une grande force de corps et à un courage extraordinaire, Spartacus joignait une prudence et une douceur extrême. Réduit en esclavage par ce revers de fortune, Spartacus n'est pas homme à se laisser marcher dessus. Et le destin de Crixus va croiser le sien.
Les gladiateurs connaissent pour la plupart une mort affreuse, au milieu d'une arène de province ou d'un colisée. Quelquefois, le choix des armes revient au public qui se délecte des violences à venir. Les gens étaient prêts à être les témoins du combat à mort que des hommes allaient se livrer sous leurs yeux. C'était pour eux une formidable source d'excitation. Cela dit, vers la fin de la République, certains gladiateurs sont reconnus comme des héros. Ils acquièrent un statut dans l'imaginaire populaire en raison de leur qualité de lutteur. Le sort décide de l'ordre dans lequel ils mourront. En effet, pour ajouter du piment au combat, on fait en général s'affronter des hommes qui ne sont pas sur un pied d'égalité en termes d'armes ou de style de lutte. En outre, quel que soit le style adopté, leur maigre armure n'est pas de nature à les protéger de la mort. Ils s'entraînaient pendant des mois, des années, et avaient le droit de se servir de leur arme. Dans le corps à corps, ils voyaient la bouche écumante de leur adversaire, ou espéraient surprendre la peur dans son regard. L'odeur du sang devait être omniprésente. Elle excitait le public. C'était là, pour les gladiateurs, le signe que leur vie même était en jeu. Une terrible danse macabre a lieu pour le plaisir du public. Mais en 73 avant Jésus-Christ, au Ludus, l'école des gladiateurs, un groupe d'apprentis se lasse de recevoir des ordres des gardes romains. Si la mort les attend, se disent-ils, ce ne sera pas dans l'arène qu'elle les trouvera. Maltraités et indignés, ils décident de jouer le tout pour le tout, mettre leur vie et leur art en jeu pour renverser le sort. Selon Appien, historien du IIe siècle, c'est Spartacus, rejoint par un autre gladiateur, Crixus, qui trame le complot. Il persuada 70 de ses camarades de braver la mort pour recouvrer la liberté, plutôt que de se voir réduit à servir de spectacle dans les arènes des Romains. Même si Spartacus était devenu un grand gladiateur, un feu le dévorait, qui découlait de la privation de sa liberté. Un feu réclamant justice. Spartacus organisa donc l'évasion de ses camarades gladiateurs, esclaves comme lui, et la reconquête de leur liberté. Peu habituée au combat, la milice locale se méfie des rebelles qu'elle pourchasse. Les miliciens les ont vus dans l'arène. Ils savent à quelle espèce d'hommes ils ont affaire. Selon Plutarque, historien du IIe siècle de notre ère, les gladiateurs repoussèrent d'abord quelques troupes envoyées contre eux de Capoue. Et leur ayant enlevé leurs armes militaires, ils s'en revêtirent avec joie et jetèrent leurs armes de gladiateurs comme désormais indignes d'eux et ne convenant plus qu'à des barbares. Spartacus arrache ses hommes à l'esclavage pour les jeter dans la guerre et semer sous leurs pas des cadavres romains. Ayant vaincu la milice locale, il mène son armée d'esclaves de la ville de Capoue au mont Vésuve. Ils prennent refuge au sommet d'une crête et y installent un camp. Spartacus et son complice, Crixus, ont échappé à l'emprise des autorités romaines. Ils doivent maintenant préparer leurs hommes aux inévitables batailles à venir.
Spartacus avait le charisme et la force nécessaires pour que des hommes aient envie de le suivre, même dans cette dangereuse évasion hors d'une prison où l'on formait les gladiateurs. Le mont Vésuve était un volcan en activité. Il était risqué de s'y cacher. Mais Spartacus savait que ses gladiateurs évadés, et lui-même, pouvaient y prendre une position pour s'organiser et élaborer un plan. Un messager vient cependant l'avertir que les Romains dressent un camp un peu plus bas en vue de les assiéger. Le Sénat a confié au général Claudius Glaber la mission de mater les rebelles. Il était parvenu à acculer Spartacus et son nouveau groupe de rebelles sur la montagne, dans un endroit resserré, semble-t-il. C'est pourquoi Claudius Glaber présumait qu'il les écraserait sans peine sur le mont Vésuve. Plutarque relate son plan. Claudius ordonna à ses hommes de garder l'entrée du seul sentier étroit et difficile donnant accès à la montagne. Partout ailleurs, ce n'était que précipices couverts de ceps de vignes sauvages. La seule issue de Spartacus et des esclaves en fuite est barrée. Le siège peut commencer. Juchés sur la montagne, Spartacus et ses hommes trament d'un extraordinaire plan de fuite que décrira Plutarque. Les gens de Spartacus coupèrent les sarments les mieux adaptés au projet qu'ils avaient conçu. En firent des échelles solides et assez longues pour aller du haut de la montagne jusqu'à la plaine. L'un des aspects intéressants concernant les premières phases de la révolte de Spartacus, c'est qu'il semble mieux connaître le terrain que quiconque. C'est peut-être en partie dû au fait que des pâtres et des bouviers des environs du Vésuve se rallient à sa cause. Les gens des campagnes qui se rallient à Spartacus et à sa troupe devaient être pour la plupart des gardiens de troupeaux, des esclaves menant une vie indépendante. Déjà armés, en excellente forme physique, ils sont venus renforcer cette armée de gladiateurs. Spartacus et sa légion de plus en plus nombreuse parviennent à descendre la falaise atterrissant juste en dessous du camp de Claudius. Les Romains, au pied de la montagne, sous-estiment le degré de détermination des esclaves. Ceux qui sont à leur trousse, il faut se les représenter plutôt comme des policiers du cinéma burlesque que comme des légions de César. Ce sont des hommes qui ne font pas partie de l'armée régulière. Ils sont sous les ordres d'officiers médiocres qui connaissent sans doute très mal le pays, puisque c'est dans cette région qu'ils envoient leurs esclaves. Malgré l'écrasante supériorité numérique des Romains, les machinations des rebelles témoignent de leur ingéniosité, de leur désespoir et de la haine qu'ils vouent à l'oppresseur. Au grand déshonneur de l'armée romaine, des milliers de soldats et leurs chefs sont mis en déroute par une petite bande de gladiateurs qui les a contournés avant de donner l'assaut en descendant la falaise sur des sarments de vignes tressés. Fort de ce succès, le mouvement prend de l'ampleur, selon l'historien Appien. De nombreux fugitifs et quelques hommes libres des campagnes vinrent se joindre à Spartacus. Il répandit ses brigandages dans les environs. La justice rigoureuse qu'il mit dans la distribution et dans le partage du butin lui attira rapidement beaucoup de monde. Les seuls que Spartacus refuse au sein de sa bande de rebelles sont les déserteurs de l'armée romaine. Ce qui, à première vue, peut sembler bizarre. Rien de plus logique en réalité. Il s'agissait précisément de ceux qui avaient flanché. Selon Florus, auteur du IIe siècle, leurs troupes grossissaient chaque jour et ils formaient déjà une véritable armée. Avec de l'osier et des peaux de bêtes, ils se fabriquèrent de grossiers boucliers. Et le fer de leur chaîne refondue leur servit à forger des épées et des traits. Ce qu'ils ne savent fabriquer de leurs mains, Spartacus et ses hommes le récupèrent sur les cadavres.
La révolte de Spartacus a ceci d'étonnant que les esclaves formés au métier de gladiateurs vont très vite s'armer comme des soldats. Non pas qu'ils adoptent exactement les mêmes techniques de combat que celles de l'armée romaine, mais selon certaines sources, Spartacus avait lui-même été soldat. Tout au long de l'année 73 avant Jésus-Christ, un nombre croissant de rebelles progresse vers le sud, après avoir vaincu en chemin les soldats romains. Le Sénat confie à un autre magistrat, le général Publius Varinius, la mission de les arrêter. Cavalier confirmé, Varinius chevauche son meilleur étalon et arbore le symbole traditionnel du pouvoir romain, les faisceaux, un assemblage de verges liés autour d'une hache. C'était le symbole du pouvoir exercé par le titulaire d'une grande magistrature pour rétablir l'ordre. Des verges pour frapper les civils ou les soldats, la hache pour la peine capitale. La hache n'était placée dans les faisceaux que lorsque le chef se trouvait hors de Rome. En effet, lors d'une campagne militaire, c'est en vertu de la loi martiale qu'il avait pouvoir sur ses troupes. Reste que les symboles paraissent de peu d'efficacité contre une armée d'esclaves. Les troupes de Spartacus ont déjà saigné celles de Varinius, tuant l'homme avec qui celui-ci partage le commandement. Varinius parvient néanmoins à resserrer les fugitifs dans une position désavantageuse et prépare ses hommes à la prochaine bataille. Selon l'historien Salluste, Spartacus usera ici d'un stratagème ingénieux. Pour offrir à quiconque eût regardé de loin l'aspect de sentinelle, les rebelles dressèrent sur des poteaux des corps récemment morts et des enseignes. Les leurs en place, les rebelles sont libres d'attaquer les Romains à leur gré, en jouant d'un effet de surprise. Les forces de Spartacus sont redoutables. Le corps des officiers, pour ainsi dire, est constitué de gladiateurs féroces, expérimentés, magnifiquement entraînés. Ils crient vengeance. Ces combattants réclament la liberté, mais ils veulent aussi montrer aux maîtres romains qu'ils sont des hommes, et non de simples outils. Par son ingéniosité, Spartacus s'adjuge une nouvelle victoire sur l'arrogant Varinius et fait prisonnier des soldats de l'armée romaine. Appien, l'historien du IIe siècle, évoque l'humiliation infligée à Rome. Les Romains ne pensaient pas encore que c'était une guerre à proprement parler. Ils croyaient que c'était quelque chose comme une attaque isolée, semblable à un acte de brigandage. Mais ils furent vaincus par ces brigands. Spartacus tua de sa propre main le cheval de Glabère. Peu s'en fallut que le général des Romains ne fût lui-même fait prisonnier par un gladiateur. Une victoire d'autant plus savoureuse que Spartacus dérobe les faisceaux, symbole par excellence du pouvoir romain. Quand Spartacus surprend Varinius sur le champ de bataille et parvient à capturer non seulement son cheval, mais aussi ses faisceaux, il porte un coup phénoménal à sa crédibilité et à l'État romain symbolisé par ses faisceaux. Spartacus devient une figure révérée et crainte et commande désormais 70 000 rebelles. Toutefois, entre le chef populaire de cette armée d'esclaves et son ami Crixus, les relations se tendent. Spartacus prouvait aux Romains qu'il les valait. Moi, Spartacus, qui ai combattu dans l'armée romaine, leur signifiait-il, je place sur le même plan la liberté, la vie et la mort de tout homme, qu'il soit esclave ou libre. Mais Crixus brûle de se venger. Il n'a aucune pitié à l'égard des soldats romains faits prisonniers, écrit l'historien du 5e siècle, Orose. Ils organisèrent des jeux de gladiateurs en se servant de leurs prisonniers. Et ceux qui naguère avaient fait le spectacle seraient à présent spectateurs. Forts de leur succès, les esclaves rivalisent de violence. Crixus les encourage dans cette voie, là où Spartacus réclame l'ordre. La désunion s'installe. Jusqu'au jour où Crixus déchaîne la fureur des esclaves contre des civils romains sans défense. L'historien Salluste relate l'événement.
Aussitôt, les fugitifs, au mépris de l'ordre de leur chef, violent les femmes et les filles. Puis d'autres encore ne songent qu'au meurtre et au pillage. Spartacus ne put empêcher ces excès, malgré des prières réitérées. Les esclaves qui s'étaient unis contre Rome se retournent désormais les uns contre les autres. Voici venue l'heure que les Romains attendaient. Depuis un camp de fortune, Spartacus songe à opérer sa retraite vers les Alpes. Crixus, lui, a d'autres intentions, note Salluste. Crixus et ceux de sa nation s'obstinèrent à aller au-devant de l'ennemi et à lui livrer bataille. Spartacus, au contraire, de continuer son chemin pour exécuter son plan. Crixus conteste ouvertement l'autorité de Spartacus. Un des aspects intéressants de cette révolte, c'est que Spartacus ne semble pas avoir de plan. Là où il se trouve, il est soutenu par des dizaines de milliers de personnes. Il doit se déplacer d'une région à l'autre pour que tout le monde puisse manger à sa faim. Impatient, Crixus déserte le camp, accompagné d'une faction de soldats rebelles. Spartacus reste seul à la tête de ses hommes. Les chemins des deux chefs se sépareront ici. Face à une armée d'esclaves divisée, Rome s'apprête à frapper dur. Les consuls Lucius Gellius Publicola et Gnaeus Cornelius Lentulus se concertent autour de la stratégie à adopter. Les Romains considéraient les esclaves comme des sous-hommes. Et dans le même temps, reconnaissaient les succès immenses que leurs ennemis rencontraient sur le champ de bataille. Leur défaite à répétition face à ces esclaves était pour eux leur pire cauchemar. Cette rébellion désordonnée ressemble davantage à une guerre et nécessite un plan de bataille digne de ce nom. Dans chaque village où pénètre Spartacus, un piège ou une embuscade lui est peut-être tendu. Ou bien, selon Salluste, c'est quelquefois un ami qui l'attend. Nombre d'esclaves de l'endroit même, disposés par caractère à s'associer aux fugitifs, arrachaient des lieux les plus secrets les objets cachés par leur maître, ou leur maître même. On livre ces nobles à l'armée en guise de trophée pour humilier un peu plus l'aristocratie romaine. Auprès de ses compagnons, Spartacus recueille aussi des vivres, des armes et rallie de nouveaux soldats à sa cause. Rome, de son côté, multiplie également ses efforts. Comme le consigne Plutarque, les troupes du général Gellius viennent au-devant de Crixus et de sa faction sur le massif du Gargano sur la côte est de l'Italie. Gellius étant brusquement tombé sur un groupe de Germains qui, par fierté et par mépris, étaient séparés des troupes de Spartacus, le tailla en pièces. L'historien Appien ajoute: Crixus commandait 30 000 hommes. Il périt avec les 2/3 de son armée. Si l'armée romaine remporte sa première grande victoire contre les rebelles, le cerveau des opérations reste introuvable. Les Romains ne s'attardent pas sur le champ de bataille avant de repartir à la poursuite de Spartacus. Dans le but de le prendre en étau, les généraux romains Gellius et Lentulus établissent leur camp de part et d'autre de la passe, où ils attendent leur proie. Mais leur stratégie ne les a pas préparés à la furie d'une armée d'esclaves n'ayant plus rien à perdre. L'un des aspects importants de la révolte de Spartacus, c'est qu'elle a éclaté à un moment où les meilleurs corps de l'armée romaine ne se trouvaient pas en Italie. Ils étaient en Espagne ou bien en Turquie. Les troupes envoyées contre Spartacus étaient formées depuis peu. Appien écrit: Spartacus les attaqua tour à tour, les vainquit l'un après l'autre.
Les Romains furent obligés de faire leur retraite en désordre. Les officiers romains étaient placés face à un défi militaire considérable. Leurs unités, n'étant pas issues d'une armée de métier, n'étaient pas de taille à le relever. Une fois de plus, Spartacus met en déroute l'armée romaine. Cette fois, cependant, la victoire ne lui suffit pas. Il réclame vengeance pour la mort de Crixus et sacrifie 300 prisonniers romains. Il va incarner une grande figure de contestation de l'ordre régnant, en célébrant la défaite infligée aux magistrats romains, en exécutant les prisonniers de guerre, en détruisant la propriété des riches dans les campagnes, en ouvrant un autre horizon que celui du régime en place. C'est de là qu'il tire sa force. Une nouvelle fois victorieuse, l'armée de Spartacus a la possibilité de s'exiler pour aller vivre en liberté. À cette solution, elle préférera demeurer au sein d'un empire qu'elle méprise. On ne sait pas bien pourquoi les forces de Spartacus redescendent du nord de l'Italie. Les guerriers étaient ivres de leur succès. Plutôt que de s'exiler, de rentrer chez eux ou de revenir à la vie qu'ils avaient connue avant leur captivité, ils avaient envie de poursuivre le combat. Ces forces gagnent Thurium, dans le sud, où l'on établit une base d'opération. Au cours de la 3e année de révolte, Rome se trouve réduite à l'impuissance. Le Sénat s'adresse à Marcus Licinius Crassus, un aristocrate fortuné et pris de gloire autant que de richesse. Il visait le sommet de la société romaine, ce qui l'obligeait à des succès militaires. Il désirait donc qu'on lui offre une chance de vaincre Spartacus. Il estimait d'ailleurs que ce serait facile, puisqu'après tout, les esclaves ne pouvaient pas être tellement dangereux. Toutefois, tirant les leçons des échecs de ses prédécesseurs, Crassus ne sous-estimera pas son ennemi. Attentif à sa renommée et soucieux du bien de Rome, ce partisan d'une discipline stricte prend sa mission au sérieux. À ce stade, l'armée de Spartacus est bien organisée et semble imbattable. Il n'empêche, placé à la tête de forces considérables, Marcus Licinius Crassus s'attelle à la détruire. Mais la force romaine se révèle peu disciplinée, lâche et prompte à battre en retraite. Crassus ne le tolérera pas. Après avoir essuyé une défaite humiliante face aux rebelles, il prend des mesures radicales. Il apprendra à ses troupes à obéir par la sanction et la décimation. La décimation était un châtiment terrible. Un homme sur 10 était arbitrairement exécuté. Peut-être n'avait-il pas déserté le champ de bataille, peut-être le reste de son unité avait disparu et lui s'était battu. Mais faute de témoins, il pouvait être tiré au sort parmi 9 autres hommes. En rang, en proie à une terreur absolue, il attendait de savoir s'il serait tiré au sort. C'était une mort atroce puisque ses amis allaient devoir le tuer à coups de massue. Ce n'était pas une mort rapide ou honorable. Il n'était pas poignardé ou autorisé à se suicider. Il était déshonoré. Et c'est long de mourir à coups de massue. Les troupes romaines en viennent à craindre davantage Crassus que leur ennemi. Il s'agissait de faire honte aux hommes qui donnaient les coups, autant qu'aux soldats exécutés, lequel n'avait pas forcément commis lui-même de lâcheté. Au nom de la discipline, pas moins de 4000 hommes trouveront ainsi la mort dans des souffrances atroces. Cette brutalité atteint cependant son objectif. Crassus sort victorieux de la bataille suivante contre les rebelles.
Contrairement aux précédents adversaires de Spartacus, Crassus était un soldat expérimenté, capable d'entraîner une armée et de la déployer. Pour la première fois, Spartacus se retrouve aux prises avec un véritable général romain, et non un politique menant un groupe d'hommes sans expérience. Les forces s'engagent dans la bataille. Une armée romaine de haut vol face à une bande de rebelles prêts à tout. Le rapport de force tourne en défaveur de Spartacus. Pourchassés par l'armée de Crassus, les rebelles se réfugient dans le sud. Mais Spartacus a déjà prévu sa prochaine manœuvre. Des pirates ont la maîtrise des mers qui baignent l'Italie. À l'instar de Spartacus, ils se défient de la loi, qu'elle émane de Rome ou d'ailleurs. Ils ne se laissent guider que par l'or et font commerce d'esclaves. Spartacus envoie des messagers négocier avec eux. Spartacus a tout essayé pour mettre ses hommes en sûreté hors d'Italie. Finalement, en désespoir de cause, il conclut un pacte avec le diable, les pirates ciliciens. La Cilicie est une province romaine située sur le territoire de l'actuelle Turquie. Ces pirates étaient réputés pour leurs abordages de navires marchands et reconnus comme les plus grands marchands d'esclaves de la Méditerranée. Les pirates ciliciens gagnaient beaucoup d'argent grâce à la capture et à la vente d'esclaves. Spartacus devait savoir qu'en demandant aux pirates ciliciens de venir en Italie évacuer ses hommes à bord de leurs navires, il risquait de voir ceux-ci retourner en esclavage après avoir été revendus par les pirates. Il a dû songer à se rendre en Sicile et à occuper l'île, à s'en emparer comme d'un nouveau territoire, un nouvel État où ces rebelles auraient pu résister à Rome. Les esclaves et les pirates trouvent alors un terrain d'entente. Les Ciliciens acceptent de transporter 2000 esclaves à Messine en Sicile. Spartacus espère étendre la rébellion en échappant aux troupes de Crassus. Face à l'avancée des légions prêtes à capturer et massacrer les esclaves comme des bêtes sauvages, il n'y a plus un moment à perdre. Talonnés par les Romains, Spartacus et sa horde arrivent à l'extrême sud de la péninsule et ne trouvent aucun navire. Les pirates les ont trahis. Les Romains les encerclent. Pour fuir l'Italie, Spartacus doit maintenant se battre contre une armée au sein de laquelle Crassus a rétabli la discipline, qui est là en force, en mesure de déployer les tactiques redoutables de l'armée romaine. Crassus se montre fin stratège. Il connaît la force des troupes de Spartacus. Il sait aussi que le temps joue en sa faveur. Il affamera donc les rebelles en les emmurant, écrit Plutarque. C'était un ouvrage long et difficile. Cependant, contre l'attente de tout le monde, il fut achevé en peu de temps. Crassus fit tirer d'une mer à l'autre une tranchée, le long de laquelle il érigea une muraille d'une épaisseur et d'une élévation étonnantes. Crassus est un général romain moderne qui sait notamment ériger des fortifications sur le champ de bataille. Et c'est ce qu'il fait devant Spartacus. C'est un ouvrage immense, long de 50 km et haut de 4,5 mètres. Et Plutarque d'ajouter: lorsque le butin commençant à lui manquer, il voulut sortir pour fourrager, il se vit enfermé par cette muraille. Spartacus doit se retirer dans les terres, mais à chaque fois qu'il tente de percer vers le nord, il se heurte au mur. Après 3 ans de saccage, le piège se referme sur les forces rebelles. Le Sénat, qui avait ordonné à Crassus de mater la rébellion au plus vite, s'impatiente et exige des résultats. Selon l'historien Appien,
On apprit à Rome que Spartacus était cerné. On s'indignait que cette guerre de gladiateurs se prolongeât encore. Un messager dépêché de Rome arrive au camp de Crassus pour lui porter des nouvelles accablantes. Le Sénat lui retire sa confiance et s'adresse à son plus grand rival pour achever sa tâche. D'Espagne, où il a écrasé un soulèvement sanglant, le talentueux général Pompée le Grand revient en triomphe. On lui ordonne de mettre un terme à une rébellion qui n'a que trop duré. Pompée est sans doute l'un des meilleurs généraux de l'histoire de Rome. Aussi ambitieux que Crassus, il a une réputation de militaire mieux assurée. C'est un homme de théâtre. Il véhicule une image au sein du monde romain. Il a un sens des relations publiques qui fait défaut aux autres politiques de l'époque. Le voilà parti pour vaincre Spartacus et dérober la palme de Crassus. À moins que celui-ci ne le devance. Deux chiens lancés à la poursuite du même renard. Spartacus force les retranchements de Crassus. Appien relate sa fuite. Il harcelait par diverses escarmouches l'armée qui le cernait. Il lui tombait continuellement dessus à l'improviste. Il fit pendre un prisonnier romain afin d'apprendre aux siens à quel genre de représailles il devait s'attendre s'il se laissait battre. À la faveur de leur déplacement furtif à travers la campagne, Spartacus et son armée découvrent qu'un nouveau péril les menace. Pompée les poursuit aussi. Pompée s'était déjà acquis une réputation de nettoyeur. Il avait l'habitude de surgir à la fin d'un long travail harassant et de repartir couvert de lauriers pour y avoir mis la dernière main. Alors que Pompée se rapproche, Crassus se démène pour mater la rébellion avant son arrivée. Pris en tenaille, Spartacus lui envoie un messager pour lui proposer une trêve. Il reste confiant, attend la réponse de Crassus, sûr que les Romains sont prêts à l'écouter, même si les rebelles continuent d'affûter leurs armes. Spartacus tente de négocier avec les chefs romains parce qu'il se considère comme un homme libre. C'est ainsi qu'il avait débuté sa carrière. Et il dirigeait ses hommes à la manière d'une armée romaine, comme si son sens de l'honneur valait celui de ses ennemis. Au retour de son messager, il comprend que les Romains ne le considèrent pas comme un égal. Il demeure un esclave et un ennemi. Après l'échec des négociations, vient le jour tant redouté par Spartacus. Même s'il vainc Crassus, Pompée le suivra de peu. Il ne peut ni battre en retraite, ni se rendre. Plutarque relate: Spartacus se vit dans la nécessité de mettre toute son armée en bataille. Lorsqu'on lui eut amené son cheval, il tira son épée et le tua. Il proclame que s'il gagne la bataille, il n'aura pas besoin d'un cheval. Il y en aura assez parmi ceux du camp adverse. S'il la perd, il n'en aura plus besoin non plus, a fortiori. Il ira donc désormais à pied, rejoindra ses fantassins et se battra jusqu'à la fin. Crassus et son armée affrontent Spartacus près de Brundisium, dans le talon de la botte. Trois ans de révolte débouchent sur cette dernière manche décisive entre Crassus et Spartacus. La confrontation la plus importante entre deux puissantes armées. Selon une source, il était blessé à la jambe et paralysé au point de tomber à genoux. Mais il a refusé de se retirer du combat. Selon l'historien Appien, le nombre des morts du côté des gladiateurs
fut incalculable. Il fut impossible de retrouver le corps de Spartacus. Spartacus n'a jamais saisi l'occasion de s'enfuir, alors qu'il aurait pu disparaître tout seul. Il a manifesté ainsi un sens de l'honneur, au moins aussi profond et sincère que celui d'un Romain n'ayant jamais connu la condition d'esclave. Crassus traque les survivants et tue tous ceux qu'il trouve, excepté 6000 d'entre eux, qui sont faits prisonniers et crucifiés sur la voie appienne menant à Rome. Ils ont été crucifiés. Leur corps jalonnait la voie tous les 10 mètres sur 200 km. Vous imaginez l'odeur et la vision d'horreur. Un Romain y aurait perçu la puanteur d'un cadavre d'esclave. Il aurait pris plaisir au spectacle de ces corps crucifiés, malgré leur état de décomposition. Pour les esclaves, il y avait là un message qui leur était adressé. Voilà ce qui les attendait s'ils se rebellaient encore contre le pouvoir romain. Crassus écrase la rébellion, même si certains révoltés ont la chance d'échapper au massacre. Jusqu'à ce que Pompée, égal à lui-même, tire son épingle du jeu. Pompée arrive juste à temps pour rattraper les quelques 5000 gladiateurs qui ont réussi à se sauver de la bataille. Et il fait prisonnier ou tuer les derniers survivants. Puis, note Plutarque, Pompée s'attribue tout le mérite de la victoire. Pompée écrivit au Sénat que Crassus avait défait ses fugitifs en bataille rangée, mais que c'était lui qui avait coupé les racines de cette guerre. La carrière de Pompée est très intéressante. En fait, on l'a accusé d'être un vautour. Il se nourrissait des victimes des autres. Les Romains s'empressent d'enterrer cette révolte. Par la suite, Pompée reçoit tous les honneurs pour ses hauts faits d'armes en Espagne. À Crassus, on ne décerne que de timides éloges pour s'être opposé à des esclaves qui avaient terrorisé l'Italie. Si la disparition de Spartacus en 71 avant Jésus-Christ marque la fin des révoltes d'esclaves à Rome, l'esclavage n'en continue pas moins de soutenir l'économie de l'Empire naissant. Cela dit, Rome tire tout de même des enseignements de la révolte. Dans l'imaginaire romain, Spartacus devient une sorte de Ben Laden, une figure effrayante dont l'ombre plane en permanence. Même absent, il reste une menace et on a toujours peur qu'un autre homme vienne reprendre le flambeau à sa suite. Cette révolte des esclaves a fait prendre conscience aux Romains de la nécessité d'entretenir une armée opérationnelle. C'est peut-être à partir de là qu'ils se sont dit qu'ils avaient besoin d'une armée professionnelle pour les protéger aussi bien des ennemis de l'intérieur que des envahisseurs étrangers. Aucun empire, si puissant soit-il, ne peut se défendre indéfiniment. Des siècles après la chute de Rome, on se souvient encore de l'histoire d'un homme qui, de son propre chef, lui résista. La légende de Spartacus est passée à la postérité. C'est une figure héroïque pour tous les opprimés, tous ceux qu'on tyrannise, jusqu'à nos jours. Mais tant que l'Empire règne, il demeure aux mains des puissants.